Merci à tout le monde d'être venu à ZAC Façade. Donc, mon nom est Rémi Timmermans et je suis directeur commercial chez Folprotec, une entreprise spécialisée dans la fabrication des systèmes d'entretien de façade. Et je vais vous expliquer en fait toute la démarche de réflexion qu'une société de conseil ou un bureau d'architecte doit réaliser pour penser déjà l'entretien du bâtiment pour assurer sa performance énergétique et que le bâtiment vieillisse bien dans la durée. Donc, attendez, il faut que je découvre comment la machine marche. Voilà. Donc, à quoi servent les systèmes d'entretien de façade? Donc, en fait, on distingue d'abord l'entretien périodique. Donc, ça, c'est nettoyer les vitres, éventuellement nettoyer des éléments de façade tels que du bardage ou de la pierre, même si ça se fait à une fréquence moins souvent. Il y a aussi tout ce qui est entretien des pare-soleil ou d'éléments décoratifs. Les murs végétaux, donc maintenant on en met de plus en plus dans les bâtiments, mais tout ce qui est mur végétal requiert une fréquence d'intervention bien supérieure, et ainsi que tous les verrières ou les volumes verriers intérieurs. Donc si vous avez un atrium ou ici une verrière au plafond, il faut faire l'entretien pour que ça garde sa prestance qui était prévue initialement. Et après, il y a un deuxième volet, c'est vraiment plus les maintenances lourdes. Donc, par exemple, les réparations de stores persiennes, si vous n'avez pas de chance et que le système installé il n'a pas la performance qu'il faut, qu'il tombe tout souvent en panne, il va falloir envoyer des techniciens très fréquemment en hauteur. Ou sinon, la réparation d'éléments de façade, si vous avez des panneaux de bardage qui ne tiennent pas correctement, il faudra les remplacer, ou même carrément un remplacement de vitrage. Donc vous voyez qu'il y a différents types d'opérations, il y en a des plus légères, il y en a des plus lourdes. Et en fait, le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu la démarche derrière, comment on réfléchit à ça en amont du projet, pour que tout soit bien intégré, pour que le résultat soit esthétique, que le résultat soit facile à utiliser et que ça réponde à toutes les normes. Donc d'abord, je vais juste vous donner un petit aperçu des normes européennes et françaises. Donc en fait, il y a deux types de dispositifs pour accéder en hauteur quand on est vraiment suspendu. Donc le premier moyen, c'est les travaux sur corde. Mais là, on est vraiment dans le règlement EPI. Et si vos projets sont sur le territoire français, en fait, le SPS, il va toujours vous demander d'être en protection collective. Donc, ça va être plus pour des projets en Suisse francophone, au Luxembourg ou en Belgique, où vous allez peut-être pouvoir préconiser cela. En France, il faut déjà un peu argumenter. On peut y arriver si on fait une analyse de risque, mais en général, les travaux sur corde, ce n'est pas vraiment recommandé. Donc, parce que c'est un équipement de protection individuelle, c'est un EPI. Et au niveau ergonomique, ce n'est pas le même niveau d'ergonomie que être debout dans une nacelle. Les personnes qui font ce travail-là, en général, à 40-45 ans, ils changent de carrière parce que ça use vraiment le corps. Donc ici, les opérations, elles se font exclusivement par des cordistes qui sont certifiés. Après, vous avez les nacelles suspendues. Donc là, vous avez un exemple de nacelle suspendue. Donc là, on est dans la directive machine. Et donc là, les dispositifs, ils ont tous les dispositifs de sécurité qu'il faut pour l'entretien de façade. Et donc ça répondra aux exigences de protection collective. Après, juste pour vous rappeler, en fait, dans la loi française, l'INRS stipule que, à défaut de mettre un échafaudage en place pour pouvoir faire l'entretien, on va pouvoir utiliser une nacelle suspendue. Donc, même dans la loi française, on ne parle pas de technicien sur corde. Donc, en fait, ce qui se passe sur le marché, c'est que des fois, les bâtiments ne sont pas bien pensés. Et c'est qu'après, du coup, on va mettre des techniciens sur corde sur les bâtiments. Et voilà, donc c'est d'où le but avec les bureaux d'architecture de bien prévoir ces dispositifs-là. Ici encore d'autres sources. Donc en fait, d'autres sources de documentation possibles. Vous avez aussi l'OPP-BTP, qui est un organisme du BTP en France, qui a quand même rédigé pas mal de textes de loi, et ainsi que des articles du Code du travail, qui vont toujours à chaque fois vous rediriger vers la protection collective. Donc juste faites attention, si vos projets ils sont en France ou si vous en faites un à Genève, en fait, vos options au niveau du design vont différer un petit peu. Alors après, rapidement, c'est quoi les variables? Donc la première variable, c'est la sécurité, bien sûr. Donc c'est vraiment de prévoir que toutes les opérations de maintenance, l'opérateur, à partir du moment où il s'expose en hauteur, il est toujours en sécurité. Après, la deuxième chose, c'est l'ergonomie, parce que quand on a une surface vitrée, un bâtiment de 40 mètres de haut et de 50 mètres de large, ça fait déjà des centaines, voire des milliers de mètres carrés à nettoyer. On nettoie 25 mètres carrés par opérateur, donc ils peuvent y passer plus d'une semaine. Donc l'ergonomie, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a le cadre normatif
Donc là, ça dépendra vraiment si vous êtes dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et après, même au sein de votre pays, il y aura des spécificités. Il faut aussi tenir compte de la hauteur du bâtiment. Par exemple, en dessous de 40 mètres ou au-dessus de 40 mètres, ça a des incidences parce que à cause du vent, donc même si les travaux en hauteur sont proscrits à partir du moment où on a plus de 50 km/h de vent, si vous êtes sur une tour de 100 mètres, il va falloir prévoir certains dispositifs en façade pour stabiliser les opérateurs. Après, il y a les types d'opérations à effectuer. Je vous ai déjà parlé des opérations légères ou lourdes. La durée d'un cycle de nettoyage. Imaginez-vous, maintenant, vous faites une tour de 200 mètres à la Défense, le nombre de mètres carrés que ça représente à nettoyer. On peut aussi réfléchir à combien de temps ça met pour faire un nettoyage complet de la tour. Après, le client, en fonction de là où il est, s'il est près du périphérique et qu'il y a de la pollution, ou si vous êtes en bord de mer et qu'il y a de l'air salin, vous allez soit prévoir 2, 3 ou 4 campagnes de nettoyage par an. Donc, il arrive qu'il y ait des tours où finalement, si on veut nettoyer 3 fois par an, la tour, elle va être nettoyée. Enfin, il y aura des opérateurs dessus 4 mois sur l'année. Donc, peut-être qu'il faut prévoir plus de dispositifs pour que les tours soient nettoyées rapidement, parce que personne n'a envie que quelqu'un soit là toute l'année suspendu. L'aspect esthétique, donc en fait, si on pense à l'entretien de façade le plus en amont possible, il est vraiment possible de l'intégrer avec les autres éléments de façade, que quand on vient un peu à la dernière minute parce que le truc n'a pas été pensé, à cause des descentes de charge et après avec l'intégration avec les autres corps de métier, c'est un peu plus complexe. Et aussi l'emprise au sol. Vous allez voir vraiment toutes les options, même la simple perche ou le camion nacelle. Imaginez-vous, vous êtes au plein centre de Paris, il n'y a rien qui est prévu sauf un camion nacelle, vous allez bloquer une rue. Pour vous donner un exemple, à Bruxelles, il y a une loi, si on bloque une rue dans la ville, c'est 1 000 € de taxes par jour. Donc entre la location du camion nacelle qui va vous coûter plusieurs centaines d'euros, plus les 1 000 € de taxes, en 3 campagnes de nettoyage, vous avez déjà payé quasiment plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses. Donc après, au niveau du projet, c'est vraiment ça l'objectif, pourquoi on vient vous faire la présentation aujourd'hui. C'est pour un peu vous sensibiliser sur penser à ces aspects-là, l'entretien du bâtiment. Moi, je fais toujours l'analogie qu'un bâtiment, c'est un peu comme un navire. C'est-à-dire, si on ne l'entretient pas correctement, après, il va se dégrader. Bon, le navire, il coule, le bâtiment, il tient, mais il est un peu moins joli. Alors, en fait, nous, ce qu'on essaye, c'est d'arriver très en amont sur les projets avec les bureaux d'architecture. Et après, on analyse la forme géométrique du bâtiment et on propose différentes variantes. Parce qu'après, ça dépend un peu du client, du cadre normatif. On va pouvoir lui proposer différentes solutions. Et on travaille beaucoup avec des consultants indépendants de façade, parce qu'eux, ils ont un rôle de consultants externes et ils ne vont pas vraiment favoriser un fabricant. Et c'est eux qui vont vous rédiger des cahiers des charges. Et ça vient vraiment du marché anglophone où les consultants de façade, ils sont vraiment à chaque fois impliqués sur les projets. Et je pense que sur les projets d'envergure en France, maintenant, ça devient aussi de plus en plus le cas. Et donc, c'est là où nous, en fait, notre but, c'est de travailler soit avec les architectes en direct, mais encore plus avec les consultants de façade, parce que comme ça, eux peuvent vous donner des conseils sur les aspects thermiques et efficience énergétique, mais même sur l'aspect entretien. Nous, en fait, notre rôle, on le voit plus comme confirmer la faisabilité des designs. Ça veut dire aux consultants, oui, ça c'est techniquement possible. Ah non, là, vous êtes un peu trop ambitieux en termes de force, etc. Ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et après, il y a toujours le coordinateur SPS qui, lui, a un droit de regard et un droit de veto. Donc après l'éducation, il y a toujours l'installation. Enfin, il y a toute l'engineering en 2D, 3D, BIM, tout ce que vous voulez. Après, vous avez l'installation par des personnes certifiées. Il y a toute la documentation à faire pour le DOE, la réception par un organisme de contrôle, et après, finalement, la formation des utilisateurs. Et après la livraison du bâtiment, il y a typiquement un contrat d'entretien, parce que je vais vous montrer certaines machines. Il y en a, elles valent le prix d'une voiture, voire d'une bonne voiture de luxe. Si vous tapez ça en haut d'un bâtiment de 100 mètres et que vous n'en faites pas la maintenance pendant 5 ans, la voiture, elle ne va pas démarrer. Donc, c'est pour ça que le contrat d'entretien, ça doit vraiment être quelque chose qui doit faire partie de la prestation. Il y a aussi, tout ça, c'est très normé. Donc, du coup, l'inspection annuelle, c'est requis par la norme. Ce n'est pas juste une exigence des fabricants, c'est la norme qui l'exige. Et après, la formation périodique des utilisateurs. Donc, surtout quand vous êtes dans de la machine, dans l'appareil d'entretien de façade, l'utilisateur doit être formé à l'utilisation de chaque machine. Donc, si vous avez dit à une entreprise de nettoyage de vitres qui a 10 contrats sur la défense, elle va devoir former ses opérateurs sur chacune des machines. Ici, c'est un peu pour vous montrer le type de design.
Donc le premier design, lui, il va bien vous plaire parce qu'il n'aura aucune incidence esthétique. Donc ça, c'est la perche de nettoyage. Donc les vendeurs de perches vont vous dire ça marche jusqu'à 18 mètres de haut. Nous, personnellement, on limite ça à 10 mètres parce que sinon, il faut avoir des sacrés bras. Oui, c'est pas très facile. Donc le degré d'ergonomie dépendra vachement de la hauteur. Et après, il faut aussi prévoir la place au sol pour pouvoir manipuler une si grande perche. Et puis ces perches, elles fonctionnent avec, par exemple, de l'eau purifiée. Donc, il faut aussi le temps pour amener l'équipement, etc. Et ça aura besoin d'un gros débit d'eau. Donc, vous n'allez pas utiliser ça en intérieur et faire un lac au pied de votre façade, ça ne serait pas l'idéal. Après, vous avez bien sûr les nacelles élévatrices. Donc ça, c'est une solution aussi qu'on peut avoir en location. Donc là, c'est là où c'est intéressant de regarder le coût d'opération à moyen terme. Parce que c'est vrai que vous n'allez rien devoir mettre à l'installation. Mais par contre, si vous faites un calcul des ROI sur 8 ans ou 10 ans, si c'est un client institutionnel ou une entreprise qui investit dans son bâtiment, qui sait qu'il va le posséder pendant 10 ans, bah, la nacelle élévatrice, elle ne va pas toujours forcément faire sens. Mais c'est un moyen qui est classé en protection collective. Donc ça peut monter jusqu'à 42 mètres. Après, franchement, 42 mètres, il faut quand même faire gaffe parce qu'avec les mouvements liés au vent, etc., on n'a peut-être pas envie que le panier nacelle il aille taper contre les façades vitrées. Et aussi les descentes de charge. Imaginez-vous, vous avez un garage en sous-sol, vous mettez une machine comme ça avec un bras de 42 mètres. Les descentes sur le sol, les descentes de charge vont être très importantes. Donc ça ne peut pas convenir partout. Même idem, un bâtiment au bord de Seine, ben, ça ne va pas être une option, on ne va pas mettre ça sur une péniche. Après, bon, on commence avec les systèmes d'accès suspendu. Le modèle le plus simple, c'est le point d'ancrage. Je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose d'appoint pour des zones très spécifiques. À nouveau, c'est uniquement pour des cordistes. Après, vous avez les potences. Donc les potences, ça, c'est idéal pour les terrasses qui sont rendues accessibles au public. Maintenant, on fait de plus en plus de terrasses où on veut avoir un resto sympa, etc. en toiture. Et ben, alors à ce moment-là, ça ne va pas prendre d'encombrement. On peut faire des systèmes qui sont invisibles quand ce n'est pas à l'utilisation. Donc, soit par cordiste, soit par nacelle suspendue. Après, il faut faire gaffe au poids de ces machines, parce que par exemple, si vous roulez sur Paris, vous allez des fois en voir qui restent à demeure, même quand elles ne sont pas en utilisation, parce qu'elles sont juste trop lourdes à manipuler. Donc après, vous avez les monorails. Donc les monorails, typiquement, on essaye de les intégrer dans la casquette du bâtiment ou à l'intérieur pour l'entretien des atriums, ou éventuellement en façade, même si c'est visible, des cours intérieurs, etc. Ça peut être accepté par l'architecte. Et donc là, utiliser avec des nacelles, c'est un système très efficace. Prochain, après, c'est des petits chariots en toiture. Donc les chariots en toiture, ça a l'avantage de ne pas être visible depuis la rue. Donc contrairement aux rails installés en façade, facile d'accès, pas trop de maintenance, et ça permet d'atteindre 100% des zones de la façade très aisément. Là, je vais vous montrer. Voilà, je vais peut-être sauter la vidéo parce qu'on n'a qu'une minute qui reste. Donc après, vous avez les grosses machines AEF. Donc ça, c'est des machines qui peuvent peser entre 4 tonnes jusqu'à 150 tonnes. Donc ça, typiquement, ça doit être prévu avant la construction du bâtiment. Et si vous faites de la rénovation, il faut bien vérifier si on peut installer ce type de machine. Parce que les descentes de charge qui vont sur la structure sont bien plus importantes. Donc quand ils font des tours à Dubaï de 200 mètres de haut, ben, en fait, le fabricant de la machine AEF, on est déjà consulté très en amont pour vérifier les descentes de charge et dimensionner les dalles en béton en conséquence. Mais après, ça permet de vraiment faire les opérations lourdes, faire les opérations légères, atteindre toutes les zones du bâtiment. Mais il faut aussi bien les maintenir. Et il faut acheter aussi des machines de qualité. Parce que des fois, les sociétés de construction, elles vont essayer d'aller au moins cher. Mais après, ben, du coup, vous avez investi des centaines de milliers d'euros sur des machines qui ne vont plus fonctionner au bout de 5 ans à cause de la durabilité des pièces. Voilà, donc l'objet de la formation, c'était vraiment de vous montrer un peu le processus qu'on passe, la réflexion. N'hésitez pas à faire appel au bureau de conseil ou à nous qui sommes fabricants. On a un stand juste à côté si vous voulez nous voir et voir nos brochures, etc. On est à votre disposition. Je vous remercie.